je passe des petits messages. Je Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui d'investissement immobilier principalement en France, puisque moi je suis basé à Paris. On est vraiment à proximité des projets qu'on gère. On gère des projets dans toute la France avec une équipe que je vais vous présenter juste après. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre déjà à toutes vos questions à la fin et on va voir pourquoi, à mon sens, c'est intéressant d'investir dans l'immobilier locatif en France. Pourquoi la destination France, qui est souvent critiquée pour plein de choses à juste titre, est intéressante pour l'immobilier, et encore plus pour vous qui vivez à Hong Kong. Et on va voir comment vous pouvez investir en France. Donc avant de démarrer, en présentant très rapidement, donc moi je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Investissement Locatif, qui est un groupe de sociétés, pour être plus précis, qui a été fondé en 2012. On a environ 150 personnes au sein de l'entreprise. On est un petit peu moins qu'avant, parce qu'avant la crise, on était 250 collaborateurs. On a un peu réduit la voilure avec la hausse des taux il y a 2 ans. À titre perso, je suis également investisseur immobilier, donc moi je suis passionné d'immobilier. Je le dis parce que c'est important. Je comprends les problématiques des investisseurs, puisqu'on possède avec mon associé 150 appartements ou bureaux qui sont loués. Donc c'est vraiment du locatif. Donc, on est les premiers clients de l'entreprise et on connaît le service par cœur, on connaît les problématiques des investisseurs. Et on intervient très souvent sur des problématiques, sur des conférences autour de l'investissement immobilier pour transmettre notre passion. On a également une grosse chaîne YouTube avec 70 000 abonnés que sur l'investissement immobilier, donc vous pourrez trouver des vidéos conseils aussi dessus. Et on a écrit un livre qui s'appelle Vive l'immobilier, vive la rente, avec un titre un peu provoque, que même François Hollande a eu dans les mains et qu'il a lu d'ailleurs. Voilà, donc l'entreprise qu'on a fondée en 2012, on l'a fondée à 2, sur un coin de bureau prêté par l'EDEC. L'EDEC est un partenaire d'ailleurs du Petit Journal, qui est l'école de mon associé, et l'EDEC nous a incubés au début à 2, et on a petit à petit bâti le groupe, jusqu'à faire investir plus de 500 millions d'euros à nos clients dans l'investissement immobilier en France, ce qui représente environ 4000 projets livrés en l'espace de 12 ans. 180 collaborateurs au service de nos clients, qui vont du chasseur immobilier en passant par l'architecte d'intérieur, les gestionnaires immobiliers, puisqu'on gère également 2000 appartements aujourd'hui. Et on est présent dans une vingtaine de grandes villes en France. Je vous ai mis quelques villes, on pourra, si vous souhaitez en parler, bien sûr, vous pouvez nous retrouver également sur le stand, où on pourra, à ce moment-là, voir si on couvre les zones qui vous intéressent. Mon objectif dans cette conférence, c'est de vous apprendre à développer des revenus complémentaires grâce à l'investissement immobilier. On va voir pourquoi c'est, à mon sens, le meilleur moyen. Je ne suis pas là pour opposer les méthodes d'investissement, il y a plein de choses intéressantes dans l'investissement. Il ne faut pas faire que d'immobilier, mais on peut faire de l'immobilier, de la bourse, des cryptos, voilà, tout ce qui vous intéresse. Mais pourquoi, à mon sens, l'immobilier a quand même une place à part dans la catégorie des investissements, on va le voir, et comment ça permet de mettre à l'abri vous, pour des raisons financières bien évidemment, et vos proches. Les avantages du marché immobilier français. On voit qu'en ce moment en France, on a eu une motion de censure déposée hier, donc on va voir comment ça aboutit. On voit que la France a beaucoup de désavantages, surtout en ce moment au niveau politique comme au niveau fiscal, surtout quand on le regarde de l'étranger. Je sais, puisque on a beaucoup de clients expats à Dubaï, en Asie, partout dans le monde. Et en fait, quand on regarde la France de l'étranger, parfois on trouve que ça manque un peu de dynamisme. Et en matière d'immobilier, c'est aussi un atout. Le fait d'avoir énormément de fonctionnaires, par exemple, donc on a un État qui est lourd avec des taxes qui sont lourdes, ça fait que le marché est résilient. En période de crise, on voit que par exemple pendant la crise des subprimes, le marché américain a dévissé, puisque beaucoup de gens se sont retrouvés malheureusement au chômage du jour au lendemain quasiment, et ont dû libérer les appartements. On a eu des problématiques aussi au UK là-dessus, puisqu'on a un droit du travail qui est beaucoup plus flexible qu'en France.
En France, la résilience du marché du travail fait que on a un marché immobilier qui est résilient beaucoup plus face aux crises que d'autres pays. Le deuxième atout, et ce qui fait la résilience du marché français, c'est qu'on emprunte à taux fixe. Tous les gens qui empruntent à taux variable, pareil au UK, on a eu une problématique, les taux ont augmenté sur les 2 dernières années, et beaucoup de gens se sont retrouvés en difficulté parce que leur mensualité de crédit devenait trop importante par rapport à leurs revenus. Quand vous empruntez en France, et vous pouvez emprunter en France, on en parlait juste avant, vous allez emprunter à taux fixe, on a une banque qui est présente ici, vous pourrez lui poser vos questions après, mais voilà, on emprunte à taux fixe et avec des taux qui sont très compétitifs par rapport à d'autres zones dans le monde, on va en parler juste après des taux. Et on a des dispositifs fiscaux qui sont très intéressants, donc il y a peut-être des refontes en cours, on attend de voir à quelle sauce on va être mangé, avec la nouvelle loi de finances qui a du mal à aboutir, comme vous l'avez peut-être vu, mais néanmoins, la France est un paradis fiscal, moi je pense, pour l'immobilier. Avec tous les biens immobiliers que j'ai, je n'ai jamais payé d'impôt sur mes loyers depuis 10 ans, et pourtant j'ai des revenus immobiliers qui sont très importants, je crois qu'on encaisse plus d'1 million d'euros de loyers par an actuellement, en cumulé, et on ne paye pas d'impôt, parce qu'on a choisi les bons régimes, qui sont globalement la location meublée, on va le faire très simple, pour que vous puissiez aller droit au but. Tout à l'heure, j'entendais parler de location nue, donc de revenus fonciers, en termes de fiscalité, et tu soulignais que c'était très imposé. Effectivement, il faut faire des locations meublées si vous détenez les biens en direct, et sinon, il faut détenir les biens à travers des sociétés, en se protégeant de l'impôt sur les sociétés, donc choisir le régime de l'IS. Comment se comporte le marché immobilier? Donc le marché immobilier en France, suite à la hausse des taux, il a été orienté à la baisse, puisque les taux sont passés d'environ 1% au pic, donc sur 20 ans, je ne parle que sur des durées de 20 ans, de 1% sur 20 ans à un pic en décembre 2023 à 4,3% environ, en moyenne, hors assurance. Et donc, en fait, cette hausse des taux est venue renier, puisque le poids des intérêts était plus important en fait, dans les mensualités de remboursement, donc dans le capital que vous pouviez emprunter. Et donc, c'est venu renier le budget des investisseurs immobiliers, ce qui fait que les personnes avaient moins de budget pour investir et les prix donc, ont été orientés à la baisse. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit que les taux sont à nouveau orientés à la baisse. Et le consensus qu'on a, parce que je fais partie moi d'un groupe avec tous les CEO immobiliers des plus grosses boîtes françaises, dont IAD, les bons réseaux. Et en fait, le consensus qu'on a, c'est qu'on pense, pour plein de raisons, que les taux devraient rebaisser autour de 2,5% sur 20 ans au 4e trimestre 2025. Je vois qu'il y a des personnes qui sont peut-être en désaccord. En tout cas, c'est le consensus de ce que nous, on pense. On n'a pas de boule de cristal, il peut se passer plein de choses. Il y a beaucoup d'incidences externes sur les taux. On verra, mais en tout cas, aujourd'hui, on est déjà autour de 3,5%. Donc, on a déjà baissé de quasiment 1 point sur les plus hauts en 1 an. Et on pense qu'on va encore baisser de 1 point. Je vous mets un petit slide sur la retraite. La retraite, on voit que on a des pensions de retraite qui risquent d'être orientées à la baisse. Bon, vous, en tant que non-résident, vous avez des problématiques peut-être encore plus élevées sur le sujet de la retraite. L'immobilier peut évidemment vous aider à développer votre retraite, mais à condition que vous lanciez vos projets assez tôt. Et ça, c'est vraiment un point important en matière d'immobilier, c'est que l'investissement immobilier, c'est stressant, parce qu'on parle de gros budgets. Donc on sait quand on accompagne des clients que souvent c'est un projet que vous devez maturer pendant longtemps. Le problème, c'est que chaque mois qui passe, c'est un crédit, c'est une mensualité de crédit que vous ne remboursez pas, c'est un loyer que vous n'encaissez pas. Et ce qu'on constate, c'est que très souvent, en fait, les gens mettent des années à se décider à investir. Bon, souvent le marché a augmenté, hein. Bon, là on est dans une petite phase de consolidation et de baisse du marché immobilier, mais il repart déjà à la hausse, on en parlait, je ne sais plus avec quel expert en immobilier. Il est déjà orienté à la hausse, le marché immobilier, dans certaines villes en France, et la hausse devrait s'accélérer dans les prochains mois. Donc plus vous attendez, plus vous perdez de l'argent, puisque c'est de l'argent qui ne travaille pas pour vous et que vous auriez pu emprunter à la banque. Je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, qui suis parti de zéro, c'est important de le dire, j'aurais été aussi très content d'avoir un patrimoine familial ou de l'aide ou de l'argent de famille, ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave, parce que grâce aux banques, et grâce à ce que j'appelle la martingale de l'immobilier, eh bien, j'ai pu me développer un patrimoine très important que je vais pouvoir transmettre aussi à mes enfants. Et notamment, j'ai voulu vous montrer un projet pour illustrer la puissance de l'immobilier par rapport aussi à d'autres types d'investissements. Ce projet, c'est le tout premier que j'ai réalisé. Donc à l'époque, en fin 2014, j'avais 2 ans d'entreprise et donc j'ai pu aller obtenir un crédit à la banque et j'ai acheté mon premier bien immobilier à Paris. Et donc j'avais 40 000 euros d'apport. Alors, moi je suis résident fiscal français, donc c'est un petit peu différent. L'apport, on va en parler après. Vous aurez besoin de plus d'apport si vous êtes non résident.
En l'occurrence, en tant que président fiscal français, j'ai mis seulement 40 000 € d'apport fin 2014 dans un projet qu'on peut voir là-haut. Donc j'ai acheté un bien dans le 11e arrondissement de Paris, pour ceux qui connaissent, rue Saint-Maur, pour être plus précis, dans un immeuble années 70 qui n'avait pas énormément de cachet, un bien qui était à rénover. Et donc j'ai acheté ce bien 450 000 € plus 30 000 € de frais d'agence. J'ai fait des travaux, avec travaux notaires, le projet m'a coûté 560 000 €. Et bien en 10 ans, puisque ça fait tout juste 10 ans, c'est pour ça que j'ai voulu illustrer, ce bien-là aujourd'hui, grâce à l'augmentation des prix dans le 11e arrondissement de Paris, puisque les prix ont tendance sur des durées longues à augmenter en continu, on le voit 26% d'augmentation, grâce à la valeur que j'ai créée grâce aux travaux de rénovation, j'ai acheté un bien qui était une succession, il était dans son jus horrible, j'ai fait une division même, j'ai coupé en 2 appartements qui sont loués aujourd'hui, et bien j'ai réalisé une plus-value sur le bien, par ces 2 aspects-là, d'environ 340 000 €. Donc la valeur initiale de mon achat, c'était 560 000 €. J'ai bien acheté, j'ai rénové, je l'ai dit. Aujourd'hui, il vaut 900 000 € si je devais le revendre aujourd'hui. Et j'ai en plus remboursé à la banque, sur mon crédit, 260 000 €. Ce qui fait que si je devais le revendre demain, bien évidemment, je paierais de l'impôt sur la plus-value. Je ne l'ai pas pris en compte, mais pour vous schématiser l'enrichissement, l'évolution dans le patrimoine sur une opération, sur laquelle j'ai injecté seulement 40 000 € d'apport avec ma conjointe de l'époque, eh bien c'est 600 000 € d'enrichissement. Voilà. Donc ça illustre bien le fait qu'il y a peu de placements sécurisés. Bien sûr, il y a la crypto, vous allez me dire en ce moment la crypto explose. J'en ai un peu, donc je suis content. Mais la crypto, c'est pas la même volatilité, c'est pas la même sécurité. Là, on parle d'un appartement à Paris, donc un placement, quand même, on peut le dire, patrimonial, sécurisé. Il y aura toujours a priori des habitants à Paris dans les 10, 20, 30 prochaines années. Et donc qui permet d'avoir des rendements très intéressants. La question que j'ai envie de poser, enfin, que vous devez vous poser, ça ne regarde que vous, mais c'est combien vous arrivez à épargner chaque année, puisque là, ça équivaut à 60 000 € d'épargne, sans effort, puisqu'une fois que j'ai mis en place le projet, c'est un projet qui tourne, il faut refaire des locations tous les 4 ans, mais en dehors de ça, là, le patrimoine augmente tout seul, le crédit se rembourse tout seul à la banque, en ayant fait un effort initial de trouver le bien, de le rénover, de le mettre en location, mais après, ça se fait vraiment tout seul. Si aujourd'hui, moi je suis résident fiscal français, je le redis, je gagne très bien ma vie pour la France, mais avec la pression fiscale que je supporte, pour arriver à mettre de côté 60 000 € après les restos parisiens, l'école des enfants, etc., j'aurais beaucoup de mal à le faire. Ça, j'arrive à le faire sans effort sur un seul projet. Et des projets, j'en ai fait du coup beaucoup d'autres, puisque j'ai vu que le système fonctionne. Je vous ai mis une petite courbe de l'évolution des prix d'immobilier. C'est une courbe sur un long terme. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer? Vous pourrez le retrouver sur le site France Inflation, où j'ai pris le graphique. C'est qu'on voit qu'en fait, globalement, les prix d'immobilier ont tendance à augmenter de manière constante. Pourquoi? Parce que l'immobilier est un actif où les fondamentaux, quand on investit dans des villes, encore une fois, où on a une économie, où on a une demande en logement, les gens ont besoin de se loger et a priori ont toujours besoin de se loger demain. Et ça va même plus loin. Quand vous partez en vacances, vous avez besoin de vous loger pendant les vacances. Vous avez peut-être envie d'avoir une résidence secondaire, vous avez besoin d'avoir une habitation principale. Donc, c'est un besoin fondamental. Or, la monnaie, et on le voit aujourd'hui, si vous n'êtes pas en euros, la monnaie a tendance à se dévaluer de manière constante, ce qu'on appelle l'inflation. Et donc, les actifs, la valeur des actifs augmente en continu, et ça va continuer. Le rythme d'évolution des prix immobiliers en France sur les 30 dernières années, c'est autour de 4%. J'ai fait sur notre site très récemment un gros dossier sur les SCI-LIS, qui a été repris d'ailleurs hier dans le Figaro. Ceux qui lisent le Figaro, vous avez peut-être lu l'article. Et en fait, j'ai fait un simulateur avec des hypothèses de hausse des prix d'immobilier dans les futures années, sur les 20 prochaines années. Vous pourrez voir le simulateur, je vous invite vraiment à regarder sur notre site les résultats d'études. On a comparé un ETF, par exemple, indexé sur le CAC 40 ou sur le S&P, avec de l'immobilier avec levier. Et on voit en fait que l'immobilier n'a pas d'autre placement. Pourquoi? Parce qu'on a un effet de levier bancaire, et on va en parler juste après. Le plan d'action, pour vous qui voulez vous lancer en immobilier et qui êtes expatrié à Hong Kong ou ailleurs d'ailleurs, c'est de faire exploser le rendement, on va le voir juste après, de votre projet, de votre apport, le retour sur investissement de votre apport, grâce à l'effet de levier du crédit en empruntant avec des taux bas. Et pour ça, on a un partenaire bancaire qui est juste ici, encore une fois. Créer de la valeur avec des travaux dans l'ancien et choisir les bons produits, donc les produits les plus rentables pour 2025. Je ne parle pas du même rendement ici que tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai affiché 150%. Là, c'est un petit peu moins. Pourquoi? Parce que je n'inclus pas la hausse des prix, je n'inclus pas la création de valeur avec des travaux ici. Et en plus de ça, vous êtes non-résident. Donc malheureusement pour vous, le désavantage, c'est que la banque va vous demander plus d'apport. Aujourd'hui, la banque, en tant que non-résident,
va vous demander un apport moyen d'environ 30%, un tiers à peu près du projet. Ça varie entre 30 et 40% selon les banques, selon les situations. Je vous donne quand même une petite astuce pour ceux qui ont la chance d'avoir beaucoup de cash. Vous avez la possibilité dans certaines banques, notamment dans les banques privées, d'investir en fait dans des actions d'un côté. Donc vous avez le rendement boursier sur vos placements, vous allez nantir ce placement, et à côté, la banque peut vous prêter avec un effet de levier encore supérieur. Moi, j'ai des clients qui vivent à l'étranger. Je pense à un entrepreneur qui est à Dubaï, qui est une célébrité dans le milieu qui s'appelle Yomi Denzel, un vendeur de formation, qui a une grosse exposition médiatique. Et ben, je l'ai emmené dans une banque partenaire qui s'appelle Arca Banque Privée à Paris. Et ben, ils l'ont prêté 100%, donc achat, travaux, frais de notaire honoraires, en échange, en contrepartie de placement qu'il a réalisé donc sur des actions en bourse, et la banque a pris un nantissement. Si ce n'est pas clair, vous pourrez me dire, mais en gros, il a le rendement maximal sur son épargne d'un côté, et de l'autre, il se retrouve avec le rendement et l'effet de levier maximal sur son immobilier. Donc c'est du gagnant-gagnant. La banque est gagnante, puisqu'elle a un nantissement, donc elle a une sécurité, elle hypothèque le bien, elle nantit le placement, et en plus, elle est rémunérée sur les placements financiers et sur l'immobilier. On voit ici deux situations. Je vous ai illustré après avec des chiffres, mais on voit que sans effet de levier, si vous achetez un bien cash, mettons que vous ayez 200 000 €, vous achetez cash à 200 000 €, vous allez avoir une rentabilité de 6% sur votre projet, par exemple. Vous allez encaisser 6% de 200 000 €, donc 12 000 € de loyer par an. C'est bien, mais si vous prenez ces mêmes 200 000 € d'épargne que vous allez voir la banque et que vous dites à la banque, voilà, j'ai 200 000 € d'apport et je voudrais investir dans l'immobilier, que la banque vous prête avec un levier de 33%, par exemple, vous allez acheter non plus 200 000 € d'immobilier, mais 600 000. 200 000 € d'immobilier plus 400 000 € de prêts prêtés par la banque. Et donc, vous allez faire travailler 3 fois plus d'argent, et ça fait exploser votre rentabilité initiale, donc sur les 200 000 € investis, et je vais vous expliquer le calcul juste après, de 6% de rendement sur votre apport à 14,3%. Comment j'ai calculé ce rendement? Là, on le voit des deux côtés, hein, avec un exemple avec 150 000 € d'apport. Bon, à gauche, j'achète cash, donc j'ai 150 000 € d'immobilier détenu. À droite, j'achète avec levier, un tiers, donc j'ai 450 000 € d'immobilier détenu. Je vous ai retraité le coût des intérêts d'assurance, pour être juste, parce qu'effectivement, les intérêts sont perdus, entre guillemets, même si, encore une fois, les intérêts viennent gommer de la fiscalité. C'est pas aussi simple. Et on voit bien que le ROI, donc chaque année, net d'intérêt, il est de 14,30% sur l'argent investi. Moins vous mettez d'apport sur le projet, plus votre retour sur investissement augmente. Le grand jeu en matière d'immobilier, c'est de mettre le moins d'apport possible. Donc, vous pouvez essayer de négocier avec la banque. Tout à l'heure, j'ai pris un cas un peu extrême d'une banque qui prête la totalité. Ce qu'on voit beaucoup, nous, avec les clients expats, c'est des banques qui vous disent mettez 20% dans le projet et vous placez 15% sur des titres financiers qui vont être nantis. Voilà, c'est pas du 100%, mais ça vous permet d'avoir un plus gros levier sur votre immobilier. Le contexte bancaire, on en parlait juste avant. On voit des taux encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Moi, je vous parle de ce qu'on ressent en termes de marché, qui devrait être autour de 3% début 2025. Aujourd'hui, ils sont entre 3,2 et 3,5% hors assurance. On voit qu'on a une reprise de la distribution de crédit par les banques. Avec la hausse des taux sur les 2 dernières années, on a eu des difficultés à financer nos clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, les banques avaient une problématique de taux d'usure. Elles ne gagnaient pas assez d'argent. Et avec les assurances, on pouvait très rapidement dépasser le taux d'usure. Et donc, elle disait, je suis désolé, mais on ne peut pas vous prêter. On voudrait vous prêter à un taux plus élevé, mais on n'a pas le droit. On a une loi en France qui interdit aux banques de dépasser un certain taux, ce qu'on appelle le taux d'usure. Et donc, on avait des situations bloquées. Aujourd'hui, le crédit est reparti, les banques ont envie de prêter, on en parlait juste avant. Et certaines banques, et vous avez la chance d'en avoir une sur place, donc il faudra aller la voir, sont spécialisées pour financer des non-résidents. Mais on a également pas mal de partenaires bancaires, puisque les gens nous demandent tout le temps. Donc, vous pouvez aussi me solliciter si besoin. Quels sont les paramètres que vous devez négocier sur vos crédits immobiliers? Un, c'est la quotité, je l'ai dit, je le répète, empruntez le maximum. Ne vous dites pas j'ai du cash, je mets tout mon cash. Gardez au maximum votre cash et empruntez et faites le maximum de levier. En numéro 2, c'est le différé de remboursement. Si vous faites des travaux, par exemple, négocier un différé, c'est très classique, de 6 à 12 mois, on peut même parfois avoir des différés jusqu'à 3 ans sur des rénovations d'immeubles de rapport, parce que pendant cette période de différé, vous n'allez payer que les intérêts d'emprunt. Et donc, vous avez un plus gros cash flow, vous pouvez reconstituer une partie de votre apport. Ça, c'est une astuce qu'on utilise tout le temps. Les taux, bon, je l'ai dit, aujourd'hui, on est entre 3,2 et 3,5 sur 20 ans. L'assurance emprunteur se négocie. En France, il y a énormément d'atouts sur le crédit immobilier, notamment un atout énorme, c'est que non seulement on emprunte à taux fixe,
Et pour tous ceux, et j'ai parlé avec plusieurs personnes qui ont déjà des crédits, vous pouvez a posteriori renégocier, puisque les indemnités de remboursement anticipé sont encadrées par la loi en France. On fait un prêt à titre perso. Vous pouvez, ça va pas plaire aux banques, mais renégocier vos taux de crédit dès qu'ils baissent. Donc si vous empruntez aujourd'hui à 3,5, bah, ça se trouve dans un an, vous baissez votre mensualité. Vous avez acheté l'immobilier au prix d'aujourd'hui, les taux rebaissent, vous renégociez avec la banque, elle n'a pas vraiment le choix que d'accepter, parce que vous pouvez faire racheter votre crédit avec des pénalités qui sont très très faibles. Vous pouvez renégocier votre assurance emprunteur à tout moment, c'est prévu par la loi, et vous pouvez même faire quelque chose, et je vous invite à tous le faire, c'est exercer ce qu'on appelle la clause de modularité. Et la clause de modularité, elle vous permet de réétaler vos crédits en cours. Donc vous avez des crédits en cours, étalez-les. Peut-être que vous avez des crédits à 1%. Je ne sais pas si vous avez emprunté il y a 3 ans, peut-être à 1%. Étalez vos crédits avec une simple demande dans votre messagerie sécurisée à votre banquier. Vous dites je voudrais exercer ma clause de modularité. Vous allez réétaler 10% la durée restante en conservant le taux initial. C'est pas clair, vous me dites. Je l'ai fait sur tous mes crédits et beaucoup de nos clients l'ont fait. Ça vous libère en fait de la capacité d'endettement pour faire peut-être plus de projets. Et vous récupérez plus de cash tout de suite en cash flow, éventuellement. Vous allez pouvoir faire travailler. Donc si vous avez emprunté à 1%, bah, vous avez du cash à 1%. C'est génial. Donc ça, faites-le. C'est une simple demande dans votre messagerie sécurisée, assurance emprunteur, etc. Et bon, là, ce que je dis n'est peut-être pas très apprécié par les banques, mais les banques sont un partenaire hyper important pour les investisseurs. Donc essayez de le faire en bonne intelligence avec votre banquier, puisque très souvent, en discutant avec le banquier, il va préférer baisser un peu votre taux que pouvoir partir. Et vous avez tout intérêt de bâtir des relations avec eux. C'est comme ça aussi qu'on a pu beaucoup emprunter, parce qu'on est fidèle à nos banques, plusieurs banques, et qu'on considère nos partenaires banquiers. Je vous ai pris quelques petits exemples pour que vous voyez un peu les équilibres financiers des projets. Je pourrais vous en montrer plus en détail sur le stand avec des projets réalisés pour nos clients. Mais globalement, si vous achetez un appartement à 250 000 € aujourd'hui dans un quartier touristique à Nice, même s'il y a une refonte en cours de la location courte durée en France, on pourra en parler, vous investissez avec un apport d'environ 30%, ça fait 75 000 € d'apport mobilisé dans l'opération. Voilà, je vous ai mis les grands équilibres financiers. Vous arrivez à avoir un loyer avec un rendement de 5% de 1 040 € par mois et un crédit à peu près équivalent. C'est juste pour illustrer les grands équilibres financiers en fonction des rendements. Voilà. Pourquoi c'est la même slide? C'est 2 fois la même. Ah oui, non, je vous ai pris un exemple. Ah oui, pardon, je sais ce que je voulais montrer. Donc là, on est sur un crédit 3,5 sur 20 ans et l'assurance à 0,35. Je voulais illustrer le fait que si vous renégociez demain, pour vous montrer que la mensualité passerait de 1050 si les taux baissent, vous renégociez votre assurance, vous descendez à 915 € par mois, vous faites la clause de modularité, vous descendez à 823 € par mois. Toujours en ayant un loyer fixe à 1 040 € par mois. Or, le loyer, il augmente tous les ans, puisque les revalorisations de loyer les dernières années, là, l'an dernier, c'était 3,5%. Ça veut dire que sur tout notre parc immobilier, tous ceux qui ont des biens, j'ai déjà parlé avec des expats qui m'ont dit j'ai pas beaucoup d'appart, j'en ai 5-6, c'est énorme. Enfin, 5-6 apparts, bravo à tous ceux qui passent à l'action. Les loyers sont revalorisés avec l'indice IRL chaque année. Donc votre mensualité est fixe, ou elle baisse si vous la négociez, les loyers augmentent, c'est magique. Pourquoi investir dans l'ancien et pourquoi faire des travaux? Alors il y a des avantages à l'ancien, à investir dans l'ancien et des avantages à investir dans le neuf. Donc, je ne suis pas là pour opposer les dispositifs. Il y a des clients qui sont plus à l'aise d'acheter un appartement dans le neuf et c'est très bien. Mais l'ancien, à mon sens, a quand même plus d'intérêt pour plusieurs raisons. En matière d'immobilier, le plus important, c'est l'emplacement. Il y a un petit dicton qui dit il y a 3 critères en matière d'immobilier, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Pourquoi? Parce que vous achetez un bien, vous ne pouvez pas le déplacer. C'est comme ça. Par contre, vous pouvez le rénover, vous pouvez l'améliorer, vous pouvez faire plein de choses dessus. En revanche, si vous l'achetez au mauvais endroit, imaginons que vous l'achetez dans la Creuse, qui est une très belle région française, malheureusement, en matière de population, c'est une population qui décline, ça se vide, vous avez beau acheter pas cher, vous n'aurez pas de locataire, vous allez avoir beaucoup de mal à louer, beaucoup de mal à le revendre. Donc ça devient en fait un passif. Parce qu'un bien qui n'est pas loué, ça vous coûte en taxes foncières, ça vous coûte en entretien, et en fait ça vous coûte de l'argent. C'est même pas que c'est neutre, un bien non loué vous coûte beaucoup d'argent. Donc toujours investir dans des zones, et si possible, même quand vous investissez dans des villes, au sein des grandes villes, essayez de trouver soit des quartiers dynamiques montants, soit des zones qui vont être desservies par les transports demain, donc des zones où on pense que l'immobilier va augmenter, soit les meilleures zones, c'est les zones où les étudiants qui ont des parents qui ont de l'argent ont envie d'être, souvent les centres-villes, les quartiers étudiants proches des universités, des grandes écoles, et on va cibler un public pour avoir du rendement de jeunes actifs et d'étudiants.
Voilà, donc l'avantage du neuf, c'est principalement les frais de notaire qui sont plus faibles, les normes en matière énergétique qui sont déjà aux normes, mais dans l'ancien, on est capable, et c'est ce qu'on fait pour tous nos clients, de remettre aux normes, aux dernières normes et respecter bien évidemment les DPE, les logements. Donc pour moi, c'est pas vraiment un sujet. La bonne séquence pour réussir, bah, c'est la séquence où vous devez déjà savoir dans quoi vous voulez investir. Il n'y a pas un projet, enfin on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Bah, ça dépend de vos critères en fait. J'ai des clients qui me disent, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un pied-à-terre peut-être pour mes enfants qui sont étudiants à Paris dans quelques années, ou un pied-à-terre à Paris, ou j'adore la Côte d'Azur, je veux un appartement à Nice qui va se payer avec le loyer et puis peut-être plus tard, je peux l'utiliser en pied-à-terre. Et puis j'ai d'autres clients qui me disent, moi je veux du rendement, ce qui m'intéresse c'est un placement financier, je veux une ville sécure où j'ai le maximum de rendement. Donc ça, les réponses, c'est vous qui les avez, en fonction de votre ambition et de vos projets. Et à partir de là, on va fixer un budget, une target de rendement, vous montrer des exemples, et ensuite, lancer les recherches. Il faut trouver une bonne affaire avec travaux. Ensuite, il faut financer le projet, on en a parlé. Donc monter un dossier de prêt, donc c'est quand même un peu contraignant, hein. Même si on a les bons partenaires, surtout quand vous êtes non-résident, il y a quand même pas mal de paperasse, malheureusement. Bon, il faut le faire. Et ensuite, on va lancer la rénovation et optimiser au maximum le bien. Et il y a plein d'avantages à rénover le bien au départ. Le premier avantage, c'est que vous allez emprunter pour le montant des travaux. Donc vous vous retrouvez avec un bien qui est refait à neuf sur de l'argent que vous avez emprunté sur 20 ans. Donc pourquoi c'est important? Parce que imaginons que vous achetez un bien, vous ne le rénovez pas. Dans 1 an et demi, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'est pas aux normes, il n'est pas aux normes énergétiques. Vous devez faire des travaux. Là, vous allez devoir sortir du cash. Alors si vous rénovez tout dès le départ, l'électricité, la plomberie, la mise aux normes énergétiques, vous êtes a priori tranquille. Il peut toujours se passer des choses. Le ballon de chaude qui casse dans 4 ans, il est plus sous garantie. Bon, c'est pas grave. Mais vous allez repartir sur une base saine. Et vous aurez emprunté l'argent, toujours dans une logique financière, emprunter et étaler au maximum la dette. Et en plus de ça, les travaux vont passer en amortissement et vont venir gommer de la fiscalité. Ensuite, on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent meubler et décorer les logements, enfin les appartements. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une demande plus forte sur la location meublée. Les étudiants jeunes actifs préfèrent entrer dans un appartement clairement aujourd'hui, en règle générale, que d'apporter tous leurs meubles dans des petites surfaces. Vous avez un avantage fiscal, puisque ce n'est pas le même régime fiscal, et vous allez aussi pouvoir louer en général plus cher, et éventuellement, selon les zones géographiques, si la législation le permet, on a pas mal de clients qui font de la location touristique pour augmenter encore les rendements. C'est possible dans certaines villes. Il faut être très alerte sur la législation parce qu'elle est changeante. Mais par exemple, tout à l'heure, je parlais du Havre, la ville d'Édouard-Philippe, peut-être notre prochain président de la République. Au Havre, en fait, il n'y a pas d'encadrement sur la location touristique. Et a priori, il a été très clair sur le fait qu'il veut attirer des touristes, donc il ne veut pas encadrer la location touristique pour l'instant. Ça peut toujours changer dans 5 ans. Il faut avoir un plan B, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Et ensuite, il faut recommencer l'opération. Parce que comme je l'ai dit en matière d'immobilier, quand vous allez comprendre que ça marche, et la preuve, je crois que c'est toi qui as 5-6 logements, je ne sais plus qui, je ne dénonce personne. Moi, j'en ai beaucoup, et mes clients, en général, font plusieurs opérations. Quand on se rend compte que ça marche, ce que je disais, c'est comme une martingale, hein, on s'enrichit grâce au loyer. Finalement, le locataire vient rembourser la banque après accord, donc vous avez tout intérêt à recommencer au maximum. Voilà, créer de la valeur avec des travaux. On ne fait pas toujours autant de travaux, mais on est capable d'aller sur des opérations et sur des immeubles pour restructurer de A à Z, même avec du gros œuvre. On a fait des opérations assez conséquentes en matière de travaux. Je l'ai dit, donc rénover et meubler, moins d'impôts, moins de frais d'entretien et créer de la charge intelligente. Vous créez de la valeur, vous valorisez votre bien, vous achetez moins cher et la valeur après travaux est supérieure à la valeur d'un bien classique sur le marché. Et le meublé, c'est une niche qui permet d'avoir moins de vacances locatives, des locataires en général de qualité, parce que si vous faites un appartement coup de cœur, vous allez attirer une clientèle en général d'étudiants, de jeunes actifs qui ont les moyens. Ils choisissent votre logement, pas parce que c'est le moins cher, ils le choisissent parce qu'ils veulent quelque chose de plus en main qui répond à un besoin haut de gamme. Je vous ai mis une petite slide sur l'opposition petite ville, grande ville. Donc on pourra en reparler, je pense qu'il ne me reste pas énormément de temps, mais globalement, les petites villes, on va avoir plus de rendement. Et en général, on peut acheter moins cher, le prix au mètre carré est plus faible. Donc on va avoir en général des tickets d'entrée qui sont plus accessibles. L'inconvénient, c'est que souvent dans les petites villes, on a des taxes foncières qui sont plus élevées. La taxe foncière, c'est un sujet, elle a beaucoup augmenté en France sur les dernières années. Elle risque d'encore augmenter. Alors que si vous allez dans des grandes villes très dynamiques en matière d'économie, comme Paris, parfois on me dit, mais Emmanuel, la taxe foncière à Paris a augmenté, c'est horrible, elle a augmenté de 60%. Mais elle est hyper faible. Comparée aux autres pays du monde,
Aujourd'hui, la taxe foncière à Paris, c'est 2 semaines de loyer. C'est rien. Après, je préférais quand c'était 1 semaine, mais en l'occurrence, ça reste très faible. Moi, j'ai acheté un bien, mon bien le plus gros à Paris, qui est un bien d'exception que je loue d'ailleurs finalement en location pour durée, puisque j'ai l'agrément. J'ai un bien qui fait 250 mètres carrés avec une piscine intérieure, ce qui est assez rare. C'est un ancien loft, une ancienne usine qui a été rénovée. Et sur ce bien-là, je paye 1 500 € de taxe foncière. Sur un bien qui vaut 1,5 million. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Quand je parle avec des personnes, on a beaucoup de clients aux US aussi, qui parlent de property tax. Je vous garantis que ce n'est pas la même chose. La property tax, c'est très très élevé. Je ne sais pas comment ça se passe à Hong Kong. Mais la taxe foncière française, finalement, est relativement maîtrisée. On voit que dans les petites villes, on a moins de liquidité sur les biens. Ça dépend des villes, je fais des généralités. Alors que dans les grandes villes, si vous investissez par exemple à Paris ou en région parisienne, le dynamisme économique est énorme. Je crois que c'est 15% du PIB français, Paris. Peut-être même plus, peut-être même 20%. On a énormément de cadres, on a un tourisme économique, on a un dynamisme en matière touristique, pardon. Et donc on voit que l'attractivité est là. Et par rapport aux petites villes, on a plus de liquidité, vous pourrez revendre avec une clientèle aussi internationale demain. Voilà, j'avais mis un exemple. On a fait beaucoup de projets aussi à Marseille. Donc on fait différents types de projets, ça va du studio jusqu'à l'immeuble entier, selon les souhaits des clients et leurs moyens, bien évidemment. Et on fait également des colocations. Par exemple, bref, d'alerte selon les villes, il y a des villes où la colocation fonctionne moins bien aujourd'hui, où le marché est saturé. Par exemple, à Marseille, la colocation marche très très bien. On arrive à avoir des rendements élevés. Marseille, qui est une ville qui a plusieurs visages, je ne sais pas si certains connaissent, mais qui est une ville qui a encore du potentiel. Si on choisit bien les quartiers, d'une rue à l'autre, tout peut changer. Mais si on choisit bien les zones, on peut encore avoir des opérations rentables avec des quartiers qui se valorisent. Je finirai sur la fiscalité, même si ça a déjà été abordé, je vais faire attention à ce que je dis. Mais pour faire très simple, la France et Hong Kong ont signé une convention fiscale le 21 octobre 2010 de non-double imposition et avec la logique que les revenus, et c'est ce que je disais tout à l'heure, sont imposés dans le pays où se situent les biens. En l'occurrence, sur des biens que vous allez détenir en France, ou que vous détenez en France, vous allez être soumis à la fiscalité française. Et la bonne nouvelle pour vous par rapport à d'autres pays où on a des clients, c'est que Hong Kong ne va pas vous imposer en supplément sur les revenus entrants. Je prenais l'exemple de UK, on était à Londres avec le petit journal il y a 10 jours, je crois, ou 15 jours. Et à Londres, malheureusement pour nos clients à Londres, ils font quand même des projets. En fait, ils ne sont pas imposés en France, je vais vous montrer après pourquoi. Et Londres, enfin, le UK les impose à 40%, parce que ça vient se rajouter à leurs revenus. Et donc finalement, ils payent beaucoup d'impôts sur les revenus locatifs français. Ce n'est pas votre cas. Donc vous allez être, en matière de fiscalité française, il y a 2 régimes si vous détenez le bien en direct. La location nue à gauche, que j'ai mis en rouge, pour vous dire, n'y allez pas. Et la location meublée que j'ai mis en vert pour dire c'est le bon classement. Il y a des petites évolutions en cours, donc je ne les ai pas matérialisées encore parce qu'on attend de voir ce qui va se passer. Il peut se passer encore des choses sur la loi de finances d'ici la fin de l'année. Mais globalement, retenez que l'avantage de la location meublée, ça devrait rester le cas, normalement, puisque même dans les changements, ça reste le cas. En matière de location meublée, ce qu'on appelle des revenus BIC, des bénéfices industriels et commerciaux, vous pouvez passer des choses en déficit, en amortissement et en charge. Ce qui fait que la fiscalité que vous allez subir en France, les tranches qui ont été évoquées tout à l'heure, 20% jusqu'à à peu près 27 000 €, plus CSG, CRDS sur le bénéfice, en fait, ça va s'appliquer ici. Ça, c'est la fameuse TMI, ça va être 20% jusqu'à 27 000 € de bénéfice, plus la CSG, mais ça va s'appliquer sur 0 € pendant des années, par la mécanique du déficit et des amortissements et des charges. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous avez votre loyer entrant, vous allez déduire la première année les frais de notaire et les frais d'agence. Ça va venir créer un gros déficit qui va être reporté à 10 ans. Et ensuite, vous allez appliquer des amortissements sur le bien. Donc, on retire la valeur du terrain et on amortit le bien par composant. Donc ça, c'est votre comptable qui va le faire. On amortit également les travaux et les meubles sur des durées différentes. Et ensuite, vous passez en charge toutes les dépenses que vous avez. Taxes foncières, frais de copropriété, frais de gestion. Donc chacune des dépenses, et chaque fois que vous faites une dépense dans votre logement dans les futures années, ça dépend du type de dépenses, certaines dépenses vont être amorties, d'autres vont passer en charge directe. Vous changez une ampoule pour votre locataire, quelque chose casse, etc. Ça va passer et ça va venir gommer de la fiscalité. Et par ce jeu-là, en fait, on arrive à neutraliser la fiscalité pendant des années. Alors, ça dépend du rendement de l'opération, on parle de 10 à 15 ans. Après, ça dépend, parce que si vous faites de nouveaux projets, ça va venir s'imputer. Le déficit, à chaque fois, s'impute sur la totalité de vos revenus. En fait, c'est comme une poche globale sur vos revenus de location meublée.
Donc LMNP, LMP, on pourra en parler un peu plus en détail après si vous, si vous avez des questions là-dessus, mais c'est une question de seuil. Le principal avantage du LMNP, il va peut-être disparaître. Justement, c'est un des sujets de la loi de finances. Aujourd'hui, il y a un avantage énorme quand on est loueur meublé non professionnel, LMNP. Et l'avantage important là-dessus, c'est que quand on revend, en fait, on ne prend pas en compte les amortissements dans le calcul de la plus-value. On est soumis à la plus-value des particuliers sans prendre en compte les amortissements. Le changement de la loi de finances est souhaité, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un amendement, mais je ne sais pas ce qui va se passer, on verra. Mais a priori, dans le 49.3, en l'occurrence, a priori, les amortissements vont être pris en compte, ce qui veut dire que quand vous allez revendre votre bien, ça va être la valeur initiale, baissée de la valeur des amortissements. Ce qui fait que si vous détenez votre bien pendant une durée longue, bah, on peut se dire que la valeur comptable du bien est à 0. Vous allez payer potentiellement la plus-value sur la totalité de la valeur du bien. Nonobstant le fait qu'on a des abattements pour durée de détention. Bon, c'est compliqué. Ce que vous devez garder en tête, c'est que pendant toute la durée où vous constituez votre patrimoine, la bonne nouvelle, c'est que l'État français, pendant 10 à 15 ans, va vous prendre quasiment aucun impôt sur le revenu locatif, donc vous laissez développer votre patrimoine, et qu'à la sortie, en revanche, vous allez payer d'impôt sur la plus-value. Impôt qui pourrait être calculé avec notre partenaire qui est sur la table d'à côté, dans la salle. Voilà. Et en matière donc, de fiscalité, si vous êtes non-résident, vous avez au-delà du seuil de 23 000 € de revenus locatifs meublés, passer LMP, loueur meublé professionnel, et donc vous devrez adhérer au SSI avec une cotisation minimum d'environ 1 100 € par an. Voilà. C'est le seul impôt entre guillemets, que vous allez payer avec la taxe foncière. Alors, ce n'est pas forcément hyper pertinent, selon moi, pour des personnes qui vivent ici, mais par exemple, pour des personnes qui vivent à Londres, la SCLIS, c'est la solution, c'est leur meilleure solution, puisque les dividendes entrants sont très faiblement imposés quand on est au UK, alors que les revenus immobiliers sont imposés. Donc, gardez en tête, dans la logique fiscale, qu'une des solutions pour limiter au maximum l'impôt, ça peut être d'acheter le bien à travers des sociétés qui vont être soumises à l'IS. En fait, on vient mettre un bouclier finalement entre vous et les impôts en direct, et ce bouclier, c'est une société que vous interposez. Il n'y a pas que des avantages à la SCLIS, mais le principal avantage, c'est qu'on va pouvoir pratiquer aussi des amortissements, des déficits, etc., passer en charge, et qu'on va être ensuite fiscalisé à hauteur de 15% d'IS jusqu'à 40 000 €. C'est 42 000 maintenant, les seuils ont été rehaussés. On va être fiscalisé à hauteur de 15 000 € d'IS sur le bénéfice, et on va pouvoir ensuite se verser des dividendes qui vont être soumis à la flat tax une fois que votre SCI sera bénéficiaire, mais ça reste un régime qui peut être favorable. Pour Hong Kong, ce n'est pas forcément ce que je vous conseille le plus. Voilà, je vais passer ensuite aux questions-réponses, mais la logique que vous devez garder en tête, c'est toujours d'essayer de faire le maximum de leviers bancaires. Ne faites pas l'erreur de vous dire que la dette vous fait peur, parce que moi, ma maman était assistante sociale, donc toute sa vie, elle avait des gens surendettés. Quand j'ai commencé à faire des crédits IMO, elle m'a dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'empruntes autant, tu te mets en risque. Si vous financez des actifs qui sont bien placés, et que vous mettez par exemple on n'a pas parlé, mais des assurances loyers impayées pour être sûr que même en cas d'impayé de loyer, l'assurance vous paye, votre risque est à 0. Vous êtes sûr d'encaisser. Vous avez des assurances, s'il y a un tremblement de terre, l'immeuble est détruit, vous avez une assurance pour ça. Si l'appartement brûle, vous avez une assurance pour ça. Et il y a une dernière chose que je n'ai pas évoquée qui est hyper intéressante, c'est que quand vous allez emprunter, et donc vous avez de la dette, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est bien d'avoir de la dette. Si malheureusement, comme dirait mon notaire, vous avez la mauvaise idée de mourir, et bien en fait, vous protégez votre famille. Pourquoi? Parce qu'on a des assurances emprunteurs. Moi, j'ai perdu ma maman malheureusement il y a 2 ans, c'était absolument pas prévu. Et ben, elle avait des crédits en cours. Et ben, mon papa s'est retrouvé à avoir la moitié de la maison qui était payée. Et en fait, moi, j'ai des enfants. Et je me dis, si demain, j'espère pas, il m'arrive quelque chose, bah, instantanément, ils ont pas de chance, hein, ils deviendront riches, très riches, mais malheureusement, ils n'ont plus leur papa. Mais au moins, ils ont un problème de moins. Donc, pensez aussi que quand vous faites du crédit, bah, c'est un des moyens de protéger votre conjoint, vos enfants ou les gens qui comptent pour vous. Grâce à l'assurance emprunteur, le mécanisme est très simple. En cas de décès, l'assurance va rembourser le crédit. Tout ou partie, ça dépend de l'assurance que vous avez souscrite. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Investir dans l'ancien avec travaux pour créer de la valeur, donc c'est toujours un point intéressant parce qu'on peut choisir les meilleurs emplacements et créer de la valeur avec les travaux comme j'ai dit, choisir le bon régime fiscal, donc souvent en location meublée, et ensuite détenir dans la durée, parce que l'une des erreurs que je vois parfois, c'est qu'il y a des gens qui investissent en IMO, qui font des efforts pour mettre en place un projet, et puis ils se disent, ah, l'immobilier a augmenté, j'ai bien acheté, j'ai 30 000 € de plus-value. Ils revendent le bien.
moi je revends le moins possible de biens. Enfin, vous revendez bien si vous avez un autre projet que vous êtes bloqué, ça bien sûr. Mais c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi revendre? Pour avoir de l'argent sur un compte? Pas forcément. Alors que chaque mois qui passe, chaque année qui passe, votre plus-value dans le temps, moi je suis persuadé qu'elle va augmenter. En plus, vous avez remboursé du capital. Donc l'immobilier, on s'enrichit avec le temps, détenu dans la durée. Et si vos actifs sont de qualité, ben, vous ne pouvez que vous enrichir avec la méthode que je viens de vous évoquer. Voilà, donc ça c'est les services que propose notre société. Nous on propose de vous accompagner pour ceux qui veulent déléguer sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on va chasser des biens pour vous en fonction de vos critères. On va suivre les travaux de rénovation avec nos architectes, on va meubler, décorer les biens, et on va, si vous le souhaitez, les louer et les gérer pour vous. Donc vous pouvez tout faire à distance. On a même des clients qui sont en Nouvelle-Zélande avec des décalages horaires encore plus importants qu'à Hong Kong, et qui ont investi dans plusieurs biens depuis le bout du monde. Voilà, vous pouvez regarder notre site, on a plein d'avis clients, on travaille avec beaucoup de passion, parce qu'on aime l'immobilier, on y croit. Et d'ailleurs, petit point, même si vous ne voulez peut-être pas déléguer, vous allez dire non, j'ai pas envie de payer un intermédiaire, aucun problème, mais mon point, c'est vraiment faites-le pour vous, même si vous le faites tout seul. Vous trouverez sur notre chaîne YouTube des vidéos gratuites, on a fait 700 vidéos pour apprendre aux gens à investir. Et il y a beaucoup de gens qui se sont lancés grâce à nos services, grâce à nos conseils, sans passer par nous, parce qu'ils voulaient tout faire eux-mêmes, et qui ont pu trouver les réponses parfois à des questions un peu techniques. Donc voilà, on a créé un livre aussi, vous pouvez télécharger sur notre site. Donc c'est des moyens de vous former. Donc, mais faites de l'immobilier parce que ça fait une grosse différence avec les années. Moi je le vois aujourd'hui avec tout juste 10 années de recul sur l'achat de mon premier bien. Je ne vis pas de mes cash flows, je vis de mon activité, mais je sais que chaque année qui passe, je regarde avec mon comptable ce que j'ai remboursé à la banque et l'état de mon patrimoine. Et en fait, ça fait une énorme différence. Si demain j'ai besoin de payer des études à mes enfants ou autres, si je veux étudier à Hong Kong et que ce que ça coûte, peut-être qu'un jour je ferai partie des vôtres. Je suis un expatrié ici, donc je plaisante. Mais voilà, donc faites-le, faites de l'immobilier. Et si vous avez besoin de conseils, venez me voir au stand. Merci. Oui, j'en profite pour poser des questions des personnes en distanciel qui nous suivent. Comme elles vont bientôt partir, je te rends le micro. Alors, j'ai une première question. Faire un emprunt pour acheter de l'immobilier sous format SCPI, qu'en pensez-vous? Même avantage que l'immobilier physique de Claire. Pardon, c'est Audrey qui pose la question. Alors, il y a des personnes qui parlent peut-être mieux de SCPI que moi dans la salle. Moi, je ne suis pas fan des SCPI parce que la SCPI, elle a des avantages. Elle a l'avantage de la simplicité. En général, vous avez moins de levier. Même si les banques, pour pousser leurs produits en SCPI, ont tendance à faire du levier. Parfois, on voit 50% de levier, donc elles pressent sur la moitié. En règle générale, les SCPI, moi, j'aime moins parce qu'on ne choisit pas les actifs qui sont dedans. Et d'ailleurs, il y a eu énormément de décodes sur des grosses SCPI françaises. Moi, je connais des personnes qui ont des grosses sociétés de gestion SCPI en France. Donc, je ne dirais pas de mal, mais il y a eu quelques problématiques de valorisation sur les dernières années, notamment parce qu'il y a beaucoup de bureaux et que le bureau aujourd'hui est sinistré dans beaucoup de pays dans le monde, donc notamment en France. Donc la SCPI, pourquoi pas? Ça dépend des opérateurs, comme dans tout. Il y a des opérateurs qui ont des meilleures performances que d'autres, mais attention à bien les choisir, parce qu'on ne choisit pas les actifs qui sont au sein de la SCPI. Voilà. Merci beaucoup, Manuel. J'ai une deuxième question, et après je vous repasse la main. Donc, c'est une question de Claire. Nous essayons en ce moment d'investir et notre banque nous répond qu'un prêt n'est pas possible qu'un résident étranger, ce qui arrive assez souvent, tu en parles mieux que moi. Je lui ai demandé donc quel était son contrat. Donc, ils sont expatriés à Singapour. Elle est indépendante avec des clients en France et son mari est salarié avec un contrat d'expat. Donc, je sais que c'est plutôt sur la partie bancaire, mais tu as peut-être ton avis. Donc je renverrai vers les banques, parce qu'il y a des banquiers qui sont présents avec des stands. Ça s'étudie au cas par cas. Je ne peux pas faire une réponse précise, il faudrait étudier le dossier. Mais je sais que c'est compliqué d'emprunter, et c'est pour ça qu'il y a des partenaires spécialisés. Il y en a un qui est présent ici. Il y a plusieurs banques qui ont des départements expats. Donc sollicitez-nous, contactez-nous, ça ne vous engage à rien, et on fera le maximum pour essayer de vous aider si on peut. Merci beaucoup, madame. D'autres questions? De loyer, on est juste à la limite entre les 23 000 € par an entre le LMNT et le LMT. Est-ce que tu conseilles que c'est de la revente? Après, il y a le souci de la plus-value qui est imposée. C'est ce que je disais, ils sont en train de changer la loi peut-être au 1er janvier, donc peut-être que la question ne se posera plus. Parce qu'ils veulent prendre en compte les amortissements sur la revente.
il n'y a pas vraiment de solution. Hein. Si le loyer est au-delà de 23 000, tu rentres dans la case, en sachant que quand tu rentres dans la case une fois, tu ne peux pas revenir en arrière. C'était le cas avant, ils ont réformé il y a quelques années. Donc si tu deviens LMP, tu seras LMP. Pour de l'investissement, pour de l'immobilier purement axé sur l'investissement, est-ce que la France, ça reste un marché très attractif en Europe, par rapport peut-être à l'Espagne, l'Italie, d'autres pays européens Là, moi, je suis pas spécialisé de tous les pays européens, en toute franchise. Pour moi, l'attrait de la France, ça va être la résilience de son marché. On a des rendements qui peuvent être élevés. On est capable, je ne vais pas parler de rendement d'ailleurs dans la conférence. Nous, ce qu'on livre sur des rendements clés en main, en incluant les frais de notaire, donc sur le bien, je pourrais vous montrer des exemples achat, travaux, notaire, honoraires, meubles, donc sur un bien rénové, meublé, frais de notaire inclus. On a des rendements dans Paris entre 3,5, Paris intramuros, et on peut monter à plus de 10%. On a régulièrement des opérations sur du Toulon, du Le Havre. En exploitation pour durée, on peut même monter, pour vendre du rêve, on peut monter au-delà de 10%. Donc ça reste des rendements qui sont intéressants. Après, il y a des pays où il peut y avoir probablement des opportunités. Hein. Il faut les chasser, ça évolue assez vite. En fait, la difficulté, c'est que, j'en parlais tout à l'heure, par exemple, sur la métropole de Lille, on faisait énormément de projets. On a vendu beaucoup d'immeubles à des clients. C'était hyper intéressant pendant des années. C'était notre plus gros pôle à un moment, le pôle de Lille. Aujourd'hui, on a réduit énormément parce que les prix sont montés et donc les rendements se sont tassés. Donc on doit constamment, parce que c'est ce que nous demandent les clients, aller chasser des villes à rendement. En ce moment, ce qui marche bien, ça va être Toulon, Le Havre, par exemple. C'est des villes qui marchent bien. Après, on fait des projets en Bretagne. On a des clients qui nous disent « J'adore la Bretagne, je veux investir à Vannes ». Ils n'auront pas de rendement. Enfin, on fera mieux que le marché, mais ils n'auront pas un très bon rendement. En revanche, ils veulent Vannes, parce que Vannes est une ville exceptionnelle pour ceux qui connaissent. On a des gens qui nous demandent Nice, donc on va essayer de faire des colocs à Nice. Si c'est pour faire un appartement peut-être qui sera familial demain pour avoir un meilleur rendement, on a des belles écoles à Nice. Voilà, donc il faut s'adapter au marché, et en Europe, je pense que c'est pareil. Après, avec des problématiques locales sur le financement, sur la fiscalité, etc. Là. Quelles sont les règles de la location courte durée en Airbnb sur Paris? Alors, elles viennent de changer, enfin, elles sont en train de changer. Donc, en fait, c'est dur pour moi de me positionner sur tout. Hein. Il y a souvent des journalistes qui me posent des questions là-dessus, mais là, c'est en train de changer. Donc, je vous dirai les règles définitives d'ici la fin d'année. La règle à Paris, elle est très stricte, donc ça, c'était déjà le cas avant. En gros, il faut un local commercial avec une habilitation. Moi, pourquoi je peux louer mon loft? Parce que j'ai la chance que c'est une ancienne usine et que même si c'était de l'habitation depuis des années, de fait, et que j'ai acheté au départ pour y vivre, puis après je l'ai quitté, en fait, c'était un local commercial et j'ai eu l'accréditation. Aujourd'hui, globalement, la mairie de Paris fait la chasse, elle ne veut plus donner de licence. Donc elle réduit au max les licences. Donc c'est très compliqué, même sur du local commercial. La règle, sinon, en location courte durée, c'était 120 jours pour la résidence principale. C'est impossible pour vous parce qu'il fallait que ce soit votre résidence principale. Et vous étiez limité à louer 120 jours par an. Et ils viennent de le baisser à 90 jours. Donc on voit qu'on a quand même une chasse à la location courte durée que je comprends, parce que la volonté en fait, des mairies, c'est d'avoir des résidents qui vivent et qui font vivre localement les commerces, avec une vie de quartier. C'est pas d'avoir des quartiers qui sont remplis uniquement de touristes et avec des hôtels vides à côté. Voilà. Donc, après, on peut avoir tout un débat, mais globalement, il faut vérifier que la ville ne l'interdit pas, et essayer de comprendre si elle va l'interdire demain, selon la couleur politique. Par exemple, Marseille, elle a été reprise en main par des communistes, donc là ça va devenir un petit peu compliqué. Ils ont dit que ça va être la pire ville en matière de législation sur la courte durée, donc on sait qu'on ne fera pas de courte durée à Marseille. En revanche, Le Havre, il s'est positionné en disant je veux attirer des touristes, je ne vais pas l'encadrer, par exemple, Edouard Philippe. Donc c'est un atout pour ça. Et nous, ce qu'on conseille à nos clients quand ils décident de faire de la courte durée, c'est toujours regarder l'équilibre financier en longue durée et se dire si demain c'est interdit, bah, je vais remettre le bien en location longue durée et je ne serai pas en difficulté financière. C'est ça le critère. Ouais. Manuel, j'ai une dernière question en distanciel de Marc Jolène. Quelles sont les villes où il est bon d'investir en France? C'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend vraiment de vos objectifs. Ce qu'on nous demande beaucoup, c'est soit des villes qu'on va appeler patrimoniales, donc villes plaisir. On va avoir Paris. Paris, pour moi, on a des bons points d'entrée sur le marché. Je suis persuadé que Paris va repartir à la hausse, et ça a déjà commencé dans certains quartiers. Pourquoi? Parce que les fondamentaux parisiens sont incroyables en matière d'économie pour la France. En matière d'économie, de tourisme, on a eu un très bel effet JO avec beaucoup de projecteurs. On a aussi beaucoup de salariés qui reviennent, qui étaient partis
en distanciel. Toutes les entreprises, et la mienne y compris, on commence à moins tolérer le télétravail parce qu'on a envie de créer une dynamique, hein, pas pour être méchant, on veut une dynamique d'équipe, et donc on réduit le télétravail à 1 ou 2 jours par semaine. Ce qui fait qu'en fait, beaucoup de salariés sont revenus dans les bureaux quand même. On a Paris, on a, je le disais, la Bretagne, c'est une région qui attire beaucoup, et on a beaucoup de projets en Bretagne. On a bien évidemment la Côte d'Azur, on fait du Nice, Cannes, on arrive en plus à avoir des bons rendements. Cannes, on peut faire du saisonnier par exemple aussi. Nice aussi, il y a des règles qui sont un peu en train d'évoluer, mais c'est possible de le faire. Et puis après, on a des villes plus à rendement, et on va aller cibler Le Havre, on va aller cibler Rouen, Caen. Voilà, donc il y a plein de villes en France, Saint-Etienne, on couvre beaucoup de choses. Merci beaucoup, madame. Le sujet, c'est vraiment un sujet local aussi. Je finis peut-être là-dessus. C'est important, chaque fois, d'être sûr que vous avez des interlocuteurs qui sont sur place, parce qu'en matière d'immobilier, d'une rue à l'autre, tout peut changer. Moi, je ne suis pas spécialiste de Marseille, par exemple. On a le bureau à Marseille, donc j'y suis allé plein de fois. J'avais une vision de la ville très éloignée, finalement. Quand j'ai eu mes chasseurs locaux qui montraient d'une rue à l'autre, on se baladait, ils disaient alors ces trucs-là, il ne faut surtout pas y aller, c'est dangereux. Et là, la rue à côté, par contre, regarde, il y a une gentrification, il y a ces magasins qui ouvrent, c'est en train de changer. Et en fait, on se rend compte que il y a une approche, c'est hyper local l'immobilier. Il faut connaître, il faut être sur place pour gérer les travaux, il faut être bien accompagné. Voilà, c'est ce qu'on vous propose avec nos services. Merci à tous. Merci, madame.